Et bonjour à tous, là je sors du potager piscine, là j'ai encore les cheveux mouillés. Je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de celle de d'habitude là. Je voulais parler un peu de conseils de lecture et de visionnage de vidéos qui pourraient être intéressantes pour ceux qui voudraient se lancer, je sais pas, au jardinage. J'entends souvent dire là de la part des gens avec qui je discute que ils n'ont pas la main verte et que du coup ils se sentent pas de se lancer dans le jardinage parce que tout ce qu'ils essaient de faire pousser, ça meurt. Alors je pense que dans pas mal de cas en fait c'est juste une manière polie de me dire que ça les intéresse pas, qu'ils préfèrent passer le week-end à regarder Netflix ou le match de football Lens-Guignon. Après chacun vit sa vie comme il veut. Mais dans d'autres cas je pense que vraiment ils n'y arrivent pas. Donc voilà, je pense qu'avec quelques conseils de vidéo et de lecture, il y a vraiment moyen de se mettre le pied à l'étrier, de vraiment comprendre que une fois qu'on a compris que ce qu'il faut nourrir, c'est pas la plante, enfin, ce dont il faut s'occuper, c'est pas la plante, mais le sol. À partir de là, vous allez voir que tout va aller tout seul. Donc je me lance, je vais essayer de vous présenter quelques références, des livres et puis surtout des vidéos. Parce que mine de rien, je trouve que le format vidéo est aussi vachement intéressant pour apprendre, surtout quand on est débutant et qu'on veut juste une initiation. Après, si on veut pousser, on peut aller prendre des livres. Mais au début, pour s'initier, une petite vidéo une heure et demie, des fois c'est vraiment sympa. Allez, je me lance et j'essaie de vous présenter ça. Alors la première référence, c'est Claude et Lydia Bourguignon. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vous montre leur livre, là, Le sol, la terre et les champs. Moi je l'ai acheté, je suis plus pour les soutenir qu'autre chose parce que je vous avoue que ce qui est vraiment intéressant avec eux, c'est leurs vidéos, surtout pour leur bagou et leur franc-parler. Ils ont une manière de mettre les pieds dans le plat qui fait plaisir. Des fois la non-communication non violente, ça fait du bien aussi. Donc voilà, moi je vous conseille surtout des conférences à eux, je vais vous en mettre en description et puis quelques petits extraits. C'est très intéressant parce que c'est à partir de là qu'on comprend qu'en fait ce dont il faut s'occuper, c'est pas tellement les plantes que le sol. Il faut vraiment s'occuper de la terre et faire en sorte que les légumes aient vraiment un sol hyper meuble, hyper accueillant, et qu'à partir de là, tout va pousser extrêmement bien. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture, l'agriculture c'est pas ça, l'agriculture normalement c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant c'est au moins 3-4. Sinon le blé il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau. Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que si, il se casse la figure, alors, parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est un espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. C'est une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Après, je vous invite quand même à acheter leurs livres pour les soutenir. Surtout que mine de rien, ils ont lâché leur poste, bon ça fait un moment maintenant, mais à l'INRA, pour des questions de désaccord avec ce que voulait proposer justement la filière officielle. Et ma foi, je trouve que ça mérite quand même un soutien, parce qu'ils ont été courageux et que ça fait partie de ces gens qui ont fait vraiment bouger les choses. Donc voilà, on continue sur la suite. Dominique Soltner, guide du nouveau jardinage. Un livre excellent, très illustré, qui explique, là on rentre vraiment plutôt dans le détail du potager, hein. On sort des généralités parce que Claude et Lydia Bourguignon, ils s'adressent plus en fait à des agriculteurs pour essayer de, vous voyez, d'ailleurs ça se voit sur les illustrations, on voit des agriculteurs qui font du semi-direct sous couvert, donc c'est plus de la culture de plein champ. La théorie est très intéressante, mais au potager,
Je vous conseille vraiment Dominique Soltner, donc c'est dans la même lignée, hein. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment assez précurseur aussi sur ces idées-là. Qui replantait des haies après le remembrement dans les années 70, je crois. Donc vraiment, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Son livre est très bien illustré. Il explique bien, pour quelqu'un qui voudrait faire le potager, en gros les principes de sol vivant, de paillage. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Pour moi, c'est vraiment la Bible. Et il y a eu un documentaire de fait également, une sorte de DVD. Alors c'est un peu vieux maintenant, ça a été fait à la palette graphique et tout, mais enfin le contenu est toujours valable. Avec Dominique Soltner justement qui présente ça. C'est pareil, je vais vous le mettre en incruste. Il est vraiment très intéressant. Et puis c'est pareil, c'est une manière vidéo d'avoir le livre. Donc selon les goûts et les couleurs, vous avez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre même. Je vous conseillerais plutôt d'avoir l'un et l'autre. Mais c'est vraiment une très bonne approche pour commencer le potager. Alors maintenant, plus de bêchage, plus de motoculteurs. Alors, le principe de base du jardinage sans travail du sol, son moteur, le moteur du sol, c'est la couverture de ce sol, des plates-bandes. À l'automne, c'est ce qu'on appelle le mulch d'automne ou la couverture végétale d'automne. Eh bien, quand on regarde la structure de ce sol, on s'aperçoit qu'il se casse, il se brise en petites mottes. C'est ce que l'on appelle la structure en grumeaux, la structure grumeleuse. Vous voyez tout ça, ce sont des petites... Regardez, il y a des vers de terre partout, à tous les niveaux. Et ce sont eux qui ont fait toutes ces petites fissures. C'est plein d'air, ce sol-là est plein d'air. L'eau y circule, l'air y circule, et par conséquent les racines y seront très bien. Alors là, on n'a que des concepts assez généraux en fait. On n'a pas de concepts détaillés sur telle ou telle culture. Quand on veut avoir des guides techniques d'une culture en particulier, moi ce que je fais c'est que je me référence beaucoup en fait à YouTube et Internet. Typiquement, si je veux savoir comment s'occuper d'une tomate, vous cherchez semer tomate, planter tomate, repiquer tomate, cultiver tomate. Vous allez trouver beaucoup de références sur Internet vous expliquant cela. Et l'intérêt d'avoir accès à Internet comme ça, c'est que généralement vous en trouverez 9 sur 10 qui vous diront la même chose et 1 sur 10 qui vous dira un truc bizarre. Et ça vous évitera de tomber juste sur celle qui 1 sur 10 vous dira un truc bizarre et puis vous partirez dans des trucs qui ne seront pas les bons en fait. Du coup, vous multipliez un peu les références. Ce que je vous conseille pour débuter, c'est de partir sur assez peu de légumes. Vous essayez de passer un quart d'heure à une demi-heure par légume, essayer de comprendre comment fonctionne l'itinéraire technique de chaque légume. Et puis ben, voilà, vous potassez ça, et puis ben, à partir de là, vous savez quand planter, qu'est-ce qu'il faut faire. Typiquement les tomates, il y a tout un procédé, il faut enlever les gourmands, pas enlever les gourmands. C'est intéressant de voir ça, mais il n'y a pas forcément de référence en particulier. Après, moi je peux vous conseiller, alors attendez, je sors mon petit papier, hein, parce que j'ai préparé ma petite vidéo. Moi je peux vous conseiller quand même quelques sites intéressants. Donc il y a les vidéos de Rustica avec Hubert le jardinier qui sont vraiment sympathiques et assez bien faites. Alors c'est du jardinage un peu à l'ancienne, hein, comme faisaient nos parents ou nos grands-parents, mais enfin tout n'est pas acheté là-dedans non plus. Pour obtenir de grosses tomates savoureuses et juteuses, il faut les tailler. La taille des tomates consiste surtout à retirer les gourmands qui poussent au détriment des fruits. Alors les premiers gourmands poussent à la base. Ici, les gourmands ont déjà été retirés. J'ai même retiré quelques feuilles. Il ne faut pas en enlever trop, hein, les feuilles, puisque les feuilles sont là aussi pour nourrir son pied de tomate. Mais des feuilles qui touchent le sol risquent d'attraper le milieu. Donc les jeunes gourmands se retirent à la main. Donc ici, on a un gourmand. Vous tenez bien votre tige et vous allez casser délicatement le gourmand. En aucun cas, ça ne doit déchirer la tige. Jardiner malin a des bonnes fiches aussi. Le potager d'Olivier également, la chaîne vidéo que sûrement vous connaissez, a fait des vidéos thématiques sur tel ou tel légume qui sont plutôt bien faites, bien sourcées, que je vous conseille. Au potager ici, je taille la majorité de mes plants. Je vous explique rapidement pourquoi, parce que j'aime bien les mener en hauteur, j'aime bien qu'ils soient oxygénés. Ça me facilite aussi la récolte, je trouve que c'est plus esthétique, mais c'est surtout, avant tout, une histoire de ressenti.
Je préfère tailler les plants de tomates. Je leur explique d'ailleurs que je vais les mener pour leur croissance au mieux sur un tuteur. Parfois, je les taille en laissant quand même 2 tiges principales, donc on est déjà entre la taille et la non-taille. Mais dans l'ensemble, quand même, j'évite ces plants trop buissonnants. Idem sur Damien Dekers, comment ça s'appelle sa chaîne sur agriculture, permaculture, agroécologie, etc. je crois. Je fais également aucune taille sur mes tomates parce que je trouve qu'elles sont très productives sans avoir aucune taille et en plus ça les préserve des maladies, ça évite de faire des plaies et pour la propagation possible des maladies. Si la plante tomate elle a une façon de pousser, ce n'est pas pour rien, c'est comme ça qu'elle marche le mieux selon moi. Après vous réadaptez ce que je viens de vous dire là selon les régions. Si vous avez des régions avec très peu de luminosité, en fait en taillant la tomate vous pouvez les rendre un petit peu plus précoces. En fait, en gros, plus on taille la tomate, plus elle se dit je suis en train de mourir. Et du coup, généralement, les plantes, quand elles sont stressées parce qu'elles sont en train de mourir, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent à fructifier parce qu'elles essayent de se reproduire. Donc là, en lui faisant plein de tailles, effectivement, vous allez la stresser et elle va se mettre à fructifier pour se reproduire. Elle se dit je suis en train de mourir, il faut que je me reproduise à fond. Donc effectivement, on peut avoir une production rapide, très dense d'un coup et on peut mettre plein de pieds les uns à côté des autres. C'est à vous de voir. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Je sais que j'aime pas voir des poulets dans des batteries entassées. J'aime pas non plus voir des tomates entassées, taillées, nanifiées les unes à côté des autres. Mais à vous de voir, c'est juste mon regard personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Donc là, vous trouverez pareil des vidéos thématiques sur tel ou tel légume. C'est assez intéressant. Voilà, et donc après vous pouvez aussi trouver des vidéos thématiques sur telle ou telle technique, sur le repiquage ou sur comment faire un semis ou ce genre de choses. Et donc là c'est pareil, hein. Généralement sur YouTube vous allez trouver des vidéos assez bien faites qui vous expliqueront comment faire, typiquement sur le potager plaisir. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux, ni de bouts de bois, ni de pelotes. Sinon, c'est vraiment galère à utiliser avec ce genre de petites plaques avec des trous vraiment petits. Les trous de celle-ci font à peu près dans les 2,5 cm de diamètre. C'est pas mal, c'est un bon compromis. Vous prenez des poignées de terreau et vous les émiettez au-dessus de vos plaques de semis. Hop. La ferme des merveilles, je crois elle s'appelle, une vidéo sur le repiquage qui est très bien, ce genre de choses. Donc, je vous montre pour la tomate et après je vous montrerai pour d'autres différentes plantes. Donc moi ce que je fais, je remplis mon pot sans tasser la terre. Alors là il y a plein de petits détails un peu techniques. On ne remplit pas en tassant comme ça et après là la terre est trop tassée, ça ne marche pas. Donc vraiment on remplit tout mou. On peut mettre le plant délicatement dessus comme ça et avec le doigt on va l'enfoncer jusqu'à l'endroit où on veut qu'il soit, plus ou moins au centre du pot. Tac. Et une fois qu'il est là, on va... Alors il y a deux parties. D'abord tasser la terre, bien tasser pour que la terre aille partout dans le pot. Et une fois que c'est bien tassé dans le pot, décompacter pour que la terre remonte un peu. Là je l'ai mis un peu haut, je vais le rebaisser. Voilà, bien décompacté. Et voilà, là on a quelque chose qui est pas mal. Donc sur des gestes techniques en particulier, vous n'hésitez pas si vous ne savez pas faire. Vous cherchez sur internet le terme en particulier, vous allez tomber sur une vidéo vous expliquant comment faire. Une fois que vous avez compris les concepts généraux de comment entretenir un sol vivant, après le détail technique en fait est relativement simple et vous allez voir que dans un sol vivant en fait les légumes sont relativement généreux et ils poussent assez facilement. Alors dans les livres que moi j'ai lus quand je me suis lancé aussi, il y a le potager anticrise de Rodolphe Grolesia, qui est intéressant parce que c'est un professeur de techno, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est parti à la campagne, mais bon, qui continue à faire son métier de professeur, et qui explique en fait comment dans son jardin, il a fait un très grand potager, et comment il nourrit sa famille avec son potager dans son jardin. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que tout est sourcé et chiffré également à la fin. Donc c'est un peu la même genre de démarche que j'essaie d'avoir, c'est essayer de mesurer en gros qu'est-ce que rapporte en fait le travail du potager. Et lui il était arrivé à quelque chose comme 2000 € par an de légumes ramassés au potager. Donc ça colle à peu près, parce que lui il avait un potager beaucoup plus grand que le mien, donc ça colle à peu près avec ce que moi je peux expérimenter sur mon potager. Donc un livre assez intéressant parce que pareil, une approche de particuliers qui en même temps essaie vraiment d'avoir un potager qui produit. Alors pour la suite, on n'y échappera pas, la permaculture,
parce que tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche, mais je pense que personne ne sait, enfin personne, j'exagère, mais beaucoup de gens en fait se trompent sur ce que signifie exactement ce mot. Donc moi, fan de japonais, forcément, je peux... Masanobu Fukuoka, la révolution d'un seul brin de paille, donc c'est le japonais qui est un peu à l'origine de cette idée-là. I finally reached the conclusion that there was no need to plow, no need to apply fertilizer, no need to use insecticides. In fact, there are few agricultural practices that are necessary at all. It really comes down to a series of simple tasks: scattering seed, spreading straw, harvesting. But it's taken him more than 30 years to reach this simplicity. Mr. Fukuoka's neighbors also plant barley using modern techniques. After harvesting their barley by machine, they burn the barley straw in the fields. To them, the straw is a nuisance because it gets caught in the machinery when they plow the field for rice. Mr. Fukuoka considers his barley straw a resource. He harvests all of it. After the grain is threshed, the straw is spread over the field as a mulch to keep weeds down and to return fertility to the soil. He's found that it works best if the straw is scattered every which way, just as it would have fallen to the ground naturally. The decaying straw also makes a good germination bed for the rice. Mulching is a most valuable technique for gardeners everywhere. It insulates the soil against extremes of hot and cold, conserves water, reduces weed growth, and ultimately decays into humus. Donc l'idée en fait c'est de limiter le travail du sol, de vraiment pas lutter contre la nature, de laisser faire la nature et d'essayer de s'inscrire dans le cycle naturel, de vraiment limiter le travail et puis de profiter de ce que la nature, du travail de la nature et d'en faire un minimum soi-même. Moi c'est pas trop la démarche que j'ai parce que en fait je pense que beaucoup de gens se méprennent d'ailleurs sur le mot permaculture. Les gens s'imaginent des potagers extrêmement bien faits et tout avec le mot permaculture dessus, sauf que la permaculture c'est pas ça, hein. Généralement c'est plutôt des zones très extensives. On va faire du verger, de la forêt, comment ils appellent ça, de la forêt nourricière avec énormément de fruitiers, des choses étagées. Il y a beaucoup de principes intéressants en permaculture comme les choses de zonage. Ils parlent également de non-travail du sol et puis d'essayer de nourrir le sol, de beaucoup apporter de carbone au sol et tout. Mais ce que les gens ont en tête quand ils parlent permaculture, c'est-à-dire les potagers un peu comme je pourrais le faire ou des potagers très denses. Souvent c'est des gens en plus qui ont assez peu de terrain, les gens qui s'intéressent à ça et qui veulent essayer sur leur terrain d'avoir un beau potager bio avec un sol extrêmement vivant. C'est pas forcément vers du côté de la permaculture qu'ils doivent aller regarder. Moi je leur conseille plutôt d'aller regarder du côté du maraîchage bio-intensif, parce que la permaculture en fait va plutôt les orienter vers des choses qui sont pas ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils vont tomber sur des chaînes, c'est pas inintéressant en même temps, mais des gens qui sur 4 hectares avec un peu de forêt et de la prairie et des choses comme ça font un peu des œufs, un peu de légumes et tout, mais généralement la plupart des gens c'est pas ce qu'ils pratiquent au quotidien. Et c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est ce qu'on appelle le maraîchage bio-intensif, où là à mon avis il y a une piste vraiment beaucoup plus intéressante à tenir, dont la Bible, c'est Jean-Martin Fortier. Ce livre, Le jardinier maraîcher. Donc là on commence à rentrer un peu plus dans le détail, hein. Si vraiment juste vous voulez vous lancer, vous vous référez juste aux premières références, hein, c'est-à-dire Soltner et Bourguignon, ça sera déjà très bien pour commencer, mais là c'est pour ceux qui veulent aller un peu au-delà. Donc Jean-Martin Fortier, lui son modèle, ça a été sur 1 hectare d'arriver à faire une ferme qui nourrisse, donc qui produit un salaire pour 3 ou 4 personnes et qui nourrissent une centaine de personnes par an, donc sur 1 hectare, hein, c'est-à-dire un carré de 100 mètres par 100 mètres, c'est pas grand, hein. Son modèle marche très bien et il marche tellement bien d'ailleurs que c'est un peu devenu une référence. Donc je vous conseille vraiment le travail de Jean-Martin Fortier. Donc il a fait ce livre, donc ça c'est vraiment pour orienter pour des gens qui voudraient se lancer dans le maraîchage sur son modèle. Après pour des gens qui voudraient juste essayer de voir un peu sa manière de fonctionner, il a fait un DVD qui est disponible pour 5 € au visionnage et 10 € au téléchargement, qui est vraiment très bien fait, qui explique tout son modèle sur la ferme de la Grelinette.
Moi, je vous le conseille. Alors, il reprend des principes de la permaculture, notamment. Mais voilà, il prend des principes, c'est-à-dire que, par contre, lui, il n'est pas du tout dans le non-agir. Hein. Il est vraiment dans l'agir très fort. Et pour le coup, il produit des quantités de légumes assez impressionnantes au mètre carré. Et en même temps, tout en étant dans le bio et le sol vivant et tout et tout. Donc, il arrive à concilier à la fois la logique de sol vivant et vraiment de productivité. Et je pense que du côté de Jean-Martin Fortier, il y a vraiment une piste à suivre. On utilise pratiquement aucun carburant fossile pour faire nos travaux de sol. Le fait que la planche aussi, elle est adjacente à un chemin qui, lui, va être compacté, fait en sorte qu'on ne circule jamais sur les planches. C'est ce qui fait qu'à long terme, on va développer un sol qui n'a pas de compaction, qui est léger, qui est prêt à recevoir un bon système racinaire. Nos planches permanentes sont standardisées sur la largeur, mais aussi sur la longueur. Toutes les planches à la ferme ont 30 mètres de long, ce qui fait en sorte que la plupart du matériel qu'on utilise sur la ferme devient beaucoup plus polyvalent. On peut penser aux couvertures flottantes, aux bâches, aux lignes d'irrigation qu'on utilise. Elles vont toutes avoir les mêmes longueurs, donc on va pouvoir les déplacer n'importe où sur la ferme, puis on va en avoir besoin moins. La planche de 30 mètres est devenue une unité de mesure sur la ferme qui nous sert à mesurer non seulement les amendements pour la fertilisation, mais aussi les rendements. Donc, on sait, par exemple, le nombre de laitues qu'on va avoir sur 30 mètres de planche pour faire notre planification culturelle à la fin de la saison. Alors, en plus de ce DVD, il y a eu une série qui a été faite également sur la télé canadienne, qui est visible sur TV5 Monde en replay, qui est super intéressante. Il a eu un deuxième projet en plus de sa première ferme, où ils ont lancé une sorte de ferme-école un peu sur ses principes à lui. Et donc c'est une sorte de télé-réalité qui les suit épisode par épisode, thème par thème sur la ferme. C'est vraiment très intéressant, très rafraîchissant, avec un regard un peu différent dans la forme. Donc ça, je peux que vous le conseiller aussi. Ça s'appelle Les Fermiers. Et franchement, ça détend en famille et tout, ça se regarde bien. Moi, j'ai toujours été sensible à la nature, puis comment est-ce qu'on est vite à la bulldozer pour faire des centres d'achat, puis des banlieues, puis des espaces vides. Quand j'ai trouvé l'agriculture, puis surtout l'agriculture à échelle humaine, où est-ce que c'est pas toujours le tracteur qui run l'affaire, je me suis dit, ah là, on est ailleurs, là, on cultive l'écologie. Puis ce que je fais aujourd'hui, à former des gens à la ferme des Quatre Temps pour qu'eux puissent démarrer leur projet et former d'autres mondes, tout ça, ça s'inscrit dans cette logique-là de oui, on est en train de changer le monde. Jean-Martin, l'équipe? 10-4. Alors dans les livres du coup qui font référence également sur la lignée de Jean-Martin Fortier, plutôt ses prédécesseurs d'ailleurs, vous allez trouver, donc là on commence à rentrer dans les livres en anglais, John Givens, avec ce livre qui a été vendu à 600 000 exemplaires, comment produire plus de légumes avec son traditionnel double bêchage, et notamment Eliot Coleman, qui est l'inspiration de Jean-Martin Fortier, et qui est en fait à la base un maraîcher qui s'est inspiré des maraîchers parisiens pour autour de il y a un peu plus d'un siècle, avant les voitures, quand il y avait encore les chevaux, sur la ceinture de Paris, il y avait des maraîchers qui utilisaient en fait le fumier de cheval pour produire dans des quantités assez intensives en fait des légumes pour nourrir en grande partie Paris. Et c'est en s'inspirant de ces méthodes-là que Eliot Coleman en fait a développé le maraîchage bio-intensif. C'est arrivé à Jean-Martin Fortier qui après du coup en tant que Québécois nous le ramène à nous Français en fait. Donc la boucle est assez intéressante. Voilà. Donc à partir de là, je pense qu'il y a pas mal de pistes je vous propose pas mal de tiroirs à ouvrir. Pour ceux qui débutent, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur Bourguignon et Soltner pour commencer. Et après voilà, pour les autres, je vous invite à tirer tous ces tiroirs-là. Alors, autre chose intéressante également pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil un peu aux vidéos d'agriculteurs qui font du plein champ justement, parce que
Nous, avec notre petit potager, notre maraîchage miniature, c'est intéressant, mais il ne faut pas s'imaginer, je pense qu'on va nourrir toute la planète comme ça. Et à un moment, il va quand même falloir de toute façon du plein champ, et c'est quand même intéressant d'aller voir au niveau des agriculteurs les techniques qu'ils essaient de trouver pour essayer d'apporter ces techniques de sol vivant dans les champs. Sachant que c'est via ce sol vivant qu'on peut peut-être essayer en plus de stocker du carbone en plus dans les sols. Donc là-dessus, je peux que vous inviter à aller voir un peu le travail de Konrad Schreiber et puis François Mullet aussi du coup en maraîchage et toute l'équipe maraîchage sol vivant qui essaie de faire des choses de ce côté-là. Et donc on s'est dit, tiens, une prairie ça produit combien, une forêt ça produit combien. Les bibliographies étaient quand même assez légères à ce niveau-là, on avait des chiffres tout n'importe quoi. Et puis on s'est dit, tiens, dans un champ de blé, on produit 5 tonnes de paille, ça fait ça, un bon paillage qui permet d'occulter, de garder l'eau, etc. On est autour de 20 tonnes. Et effectivement, on voyait dans la littérature que la nutrition du ver de terre, on était autour de ces choses-là. Et donc nous, on a dit 20 tonnes et on a dit en surface, parce qu'on a dit on va tout mettre en surface. Bon. Et grosso modo, c'est à peu près ce qu'il va falloir amener, mais on voit que ça commence à être un peu trop. Avec le recul, au bout de une petite dizaine d'années de recul, on voit que 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. On a des reliquats azotés énormes, ça pousse très très fort. C'est peut-être un peu trop. Donc ça, c'est un itinéraire désherbage total qui est très simple et que vous pouvez mettre en œuvre dès la première année sur votre prairie. Vous arrivez, vous foutez de la bâche, de la bâche c'est 130 grammes. Vous avez votre prairie qui va pousser sous la bâche. Donc là, il faut mettre des crochets quand même pas mal pour que ça ne s'envole pas. Votre prairie elle va pousser, puis en fait elle va très vite s'épuiser. Elle n'est pas encore morte, mais elle va s'épuiser, elle ne va plus faire de nouvelles feuilles. Ça va se passer fin avril, début mai par exemple. Et là, suivant les régions, mi-mai, fin mai, vous allez pouvoir planter vos courges dans la bâche. Donc vous faites des trous dans la bâche, vous plantez vos courges. Et là, globalement, vous allez avoir détruit une très très grosse partie de votre prairie, si ce n'est pas toute la prairie. Et vous allez faire une production dès la première année. Et en fait, effectivement, pour remonter le taux de matière organique, le meilleur outil qu'on ait trouvé, c'est d'intégrer les matières organiques dedans. De toute façon, le sol, mort pour mort, on peut le retravailler une dernière fois, ça ne va pas changer grand-chose. Hein, Donc je vais vous refaire vite fait le schéma qu'avait fait Charles ce matin. Bon, moi je le dessine un peu différemment, mais c'est la même histoire. Donc on perd notre porosité artificielle et on a notre porosité biologique qui remonte. Nous, ce qu'on a eu comme idée, c'était de dire si je mets beaucoup de matière organique dans mon sol, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma porosité? Et ça, c'est le schéma que vous a montré Charles. C'est qu'en gros, vous faites un gros intrant, on va dire, on va taper sur du BRF à 150 tonnes hectare, 200 tonnes hectare, on va être à 5-10 cm, même 250 tonnes hectare. Vous allez l'intégrer dans votre sol, vous allez le mouliner bien finement, parce que comme il n'y a pas le ver de terre pour mélanger bien finement, c'est vous qui allez le faire. Vous allez générer beaucoup de porosité artificielle. Et là, il va se passer quoi? Il va se passer qu'aussitôt dans votre matière organique, il y a plein de champignons qui vont se développer. Et nous, on a observé sur le terrain, on est en train aujourd'hui de le mesurer vraiment concrètement ce qui se passe, c'est qu'on voit que cette population de champignons qui se développe stabilise le sol. C'est-à-dire qu'on ne repère plus la porosité artificielle après cet intrant en matière organique. D'accord? On met la matière organique dedans, fraîche, elle est digérée par les champignons se développent énormément, ils sécrètent tout un tas de substances, des glomalines, des machins, ils font tout un boulot, et après le sol ne bouge plus, quoi. Il est là et on ne perd plus la porosité artificielle comme on pouvait la perdre avec des sols morts. Et donc en gros, on fait ça, on part direct, on fait un intrant, un travail du sol, une porosité artificielle, on met de la matière organique, et puis après il se passe quelque chose comme ça. Mais en visuel, en fait, on voit, nous, que la porosité, elle bouge très peu. Ou qu'en tout cas, il en reste bien assez pour que les racines puissent s'intégrer dans le sol. Et surtout, il en reste bien assez pour que ce soit aérobie. C'est le secret de l'intégration des matières organiques dans les sols, c'est qu'il faut que ça reste aérobie. Il faut que vos champignons puissent se développer. Les champignons, ils respirent, ils ont besoin d'oxygène. Donc le secret, c'est qu'il faut enfoncer pas trop profond, de manière à ce que ça reste aérobie. Lucien Segui également, tous ses travaux sur le semi-direct sous couvert. C'est extrêmement intéressant de voir ce qu'ils essaient de faire pour arrêter de labourer les sols. Ils ont obtenu des résultats très intéressants et d'ailleurs tout le débat sur le glyphosate est vraiment à repenser dans ce sens-là, parce que si le but c'est d'arrêter le réchauffement climatique, enfin, en tout cas d'essayer de faire ce qu'on peut contre,
Peut-être que interdire le glyphosate, ça pourrait être une connerie, puisqu'on a besoin de glyphosate pour ne plus labourer les sols. Enfin voilà, les choses sont pas aussi simples qu'il y paraît. Voilà, je vous invite à aller regarder de ce côté-là. Vous pouvez regarder les vidéos de Yannick Roubati si vraiment vous avez envie de voir de la belle machine qui est utile et qui vous fauche des hectares. Les vidéos de Vincent Buard aussi sont intéressantes parce qu'il est à la fois agriculteur, il fait du SMI direct et en même temps il fait du potager. Donc voilà, et je vous invite également à vous ouvrir l'esprit, à aller regarder quand même du côté des agriculteurs parce que mine de rien, c'est pas des gens qui sont idiots. Ils font avec les contraintes aussi du monde d'aujourd'hui. Dans les références que j'oublie, Thierry, agriculteur d'aujourd'hui évidemment. Avec ses grosses machines, sa Kuma et puis son ramassage de petits pois dans des proportions de dingue et tout. Enfin voilà, il faut savoir que ça existe, c'est intéressant d'aller voir comment ça fonctionne et sortir un peu de juste le monde du potager puis de comprendre un peu les enjeux qu'il y a aussi autour. Qu'on s'en sortira pas juste en plantant des légumes en permaculture. Donc voilà, écoutez, sur cette vidéo de conseils de lecture et de visionnage en potager se termine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ça, trop compliqué. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une espèce de chaîne comme ça, et puis on va faire 3 grandes cases. Au début, vous avez un rapport carbone-azote égale 150. On va mettre de la paille dure. Je mets 1 dessous. Bon, comme ça, ça me cause beaucoup mieux. En fait, ça veut dire que j'ai 150 fois plus de carbone dans le matériau que d'azote. Et donc, ça, c'est le matériau qui va rentrer. Hein, c'est l'étape numéro 1. C'est la matière fraîche. Donc, deuxième étape, les bactéries ici. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième, mais c'est la dernière. Hein. Donc, celles qui sont ici, c'est égal à 8 sur 1. Et donc, ça, c'est les bactéries qui minéralisent. En fait, je peux tout de suite dire que c'est la troisième, parce qu'il y en a une autre entre les deux. Donc, l'étape qui est au milieu, elle est comme ça. 1, 2. Donc là, on va avoir un C sur N qui est égal à 24 sur 1. Et en fait, ce truc-là, c'est... Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir transformer la paille d'un C sur N de 150 à un C sur N de 24, parce qu'en fait, ce C sur N de 24, il constitue la nourriture de base pour toute l'activité biologique du sol, les vers de terre, les bactéries, les je sais pas quoi, d'accord, qui ont eux-mêmes, ils ont un C sur N égal à 8, ok? Parce que quand un ver de terre va mourir et minéraliser, il est tout de suite absorbable, d'accord? Par la plante. Hein? Parce qu'il meurt, les bactéries s'en chargent, c'est le même C sur N, il se décompose très vite, et clac, la plante elle tire. Hein? Ok? Et donc, les êtres vivants qui font le job, ils ont besoin d'une nourriture chargée comme ça. D'accord? Et donc, vous avez 3 mécanismes. 1, 2, 3. Et on va passer le C sur N de la paille, on va le mettre à 8. Et c'est là qu'il y a eu presque un drame dans la bibliographie, hein, parce qu'on a trouvé un drame. Comment on fait? C'est-à-dire pour passer de 150 à 24. Donc je vais tricher, je vais vous l'écrire comme ça. 25, oui, ouais. 1 sur 6. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai 2 hypothèses. D'accord? 1, perte de carbone. Donc c'est 6 fois. D'accord? Ou
Deuxième hypothèse, gain d'azote. Et dans ce cas-là, 6 fois aussi. Oui. Hein? Ça m'embête pas. Tu sais, on fait des hypothèses un petit peu de paysans. Hein? Qu'est-ce qui m'intéresse? Là, maintenant, je suis paysan, je cherche de l'azote. C'est la deuxième hypothèse qui m'intéresse. Mais intuitivement, qu'est-ce que je dois me dire? Si j'ai un champignon qui dégrade la paille, là, pour faire ça, Oui. d'accord? Mais il va faire les deux. Il va perdre un petit peu de carbone par le CO2 parce qu'il le consomme, mais il va peut-être aussi gagner un petit peu d'azote. Hein? D'accord? Et donc, on va se rendre compte que dans la bibliographie, tout ce qu'on a trouvé, c'est d'abord le 2 qui gagne. On a un gain. Donc, on ne s'est pas embêté, on ne sait pas l'estimer, parce que je ne sais pas si c'est mesuré d'ailleurs. Hein? Et donc, on a trouvé tout un tas d'individus qui vont manger la paille, d'accord? Et qui vont capter de l'azote de l'air. Et donc, le gain d'azote ici, il se fait à partir de N2. Qui va être pris dans le gaz, d'accord? Ça va être capté N2, d'accord? Et donc, on a ce genre de phénomène qui se met en place. Et devinez quelle est la condition pour que ça marche. Pourquoi j'arrive à capter l'azote de l'air? Quand je suis un être vivant, alors on a trouvé des noms compliqués, des aspergillomes, d'accord? Des bactéries gram plus, gram moins. Hein? Je pense que les fusariums font partie de la famille. Des clostridies, des azotobactères, ça nous cause un petit peu mieux. D'accord? Hein? Et donc, il y en a une liste abominable. Donc, on n'est même pas limité par les individus. D'accord? Voilà. Il faut que ce soit aérobie. Et en fait, la grande surprise, écoutez bien, ça ne peut que se passer dans l'air. D'accord? Jamais, 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 quand vous mettez la matière organique dans le sol, vous ne pouvez récupérer l'azote de l'air. C'est ça le drame. D'accord? C'est-à-dire que pour récupérer l'azote de l'air, il faut que la matière organique soit sur le sol, c'est-à-dire dans l'air. Parce que là, tu es sûr qu'il y en a 80% de disponibles. Ok? Tu as la richesse maximum et c'est là que tu peux en tirer le maximum. Donc, besoin des micro-organismes, besoin de nourriture, et c'est sur le sol, point. Et dès que je vais rentrer la matière organique dans le sol, je suis cuit. En fait, le ver de terre, il va manger cette bouillie-là, parce que dans la phase où il laisse pourrir au niveau de la galerie, en fait, il va s'opérer ce truc-là, mais c'est à l'air. Hein, parce que c'est au contact, c'est en surface, dans la cabane du ver de terre, donc c'est aéré. Donc c'est sur le sol que se fait le job. D'accord? Et donc une fois que cette bouillie de protozoaires, de bactéries, de je sais pas quoi, de champignons, d'aspergillum et Dieu sait quoi est mis en place, lui il vient sucer cette bouillie végétale. Il va manger un petit peu de terre pour faire on va dire le lest du tube digestif, et il va rentrer l'azote dans le sol, d'accord, qui a été capté par les premiers individus. En fait, il vient manger le ver de terre. On ne va pas dire que c'est un végétarien, on va dire que c'est un carnivore, parce qu'il mange des bactéries, ok, hein, des protozoaires. Il ne descend pas la paille, hein? Il ne mange pas la paille. Non, il ne mange pas la paille directement, il mange la bouillie de paille faite par les premiers individus. Et donc, il vient sucer une bouillie de végétal, d'accord, qui est un C sur N de 24-25, ça va entre 20 et 30, on va dire. Hein, et donc, ça constitue la nourriture de base pour tous les individus dans le sol. Et donc, on se rend compte que ici, eh bien, j'ai une hypothèse perte de carbone, d'accord? Donc, c'est x3, puisqu'on va perdre du carbone. Ou alors, deuxième hypothèse, gain à nouveau d'azote, x3. Soit je mets multiplié par 3 au dénominateur, quand je divise, je suis bien à 8, d'accord? Soit j'enlève 3, enfin je divise par 3 là, hein, j'enlève 3 carbone, enfin 3 fois le carbone et j'arrive à 8 aussi. Alors, intuitivement, gain d'azote ou perte de carbone dans le sol?
en fait, c'est perte de carbone, d'accord? Parce que j'aurais trop de gains sinon, d'accord? J'ai déjà gagné une fois beaucoup et perdu très peu, et maintenant c'est l'inverse. Je vais perdre très peu et je vais perdre beaucoup de carbone et gagner très peu d'azote. En fait, la première phase, c'est un gain d'azote, et la deuxième phase, c'est une concentration de l'azote. D'accord? Hein? Et donc, on va, en fait, ici, là, dans le sol, ça, c'est pas un gain d'azote, c'est une perte de CO2, parce que tous ces êtres vivants, ils respirent, en fait. D'accord? Donc, ils utilisent le carbone pour leur métabolisme, et donc, ils vont, comme moi, ben, je dégage du CO2 dès que je respire. Hein? Et eux, c'est pareil.